on construit une sorte d'exceptionnalité du suspect musulman ou musulmane. C'est-à-dire que c'est l'ennemi. C'est pas juste un délinquant, c'est pas juste un enfant qui rentre pas dans le cadre, c'est pas juste une famille dont on voudrait contrôler les pratiques pédagogiques, c'est l'ennemi. Et être l'ennemi, ça implique de constituer une menace existentielle pour la République. Et donc c'est ce niveau-là et de gravité et de remise en question du coup suspicieuse de l'appartenance de cette communauté au corps social, au corps national, et aussi ça justifie en même temps la gravité des atteintes aux droits et des mesures exceptionnelles qui sont portées en fait contre ces communautés. C'est-à-dire qu'il suffisait que la personne me voie pour me catégoriser d'une certaine manière, sans que j'ai le temps de me présenter, de dire que j'étais chercheuse, de parler de mon parcours, de mon sujet de recherche ou quoi que ce soit. Ma seule visibilité religieuse m'a amenée à être traitée d'une certaine manière au sein de l'administration pénitentiaire. Il faut savoir que la plupart des chercheurs, du coup, qui travaillent sur ces questions-là, c'est quand même majoritairement des hommes. Il y a quelques femmes dedans, mais elles sont minoritaires. Et que l'ensemble de ces personnes sont, pour la quasi-totalité des personnes blanches, et qu'aucune femme musulmane portant le foulard n'a eu ce type de terrain long auparavant sur la question de la radicalisation. Iman El Fekhi, bonjour. Ravi de t'accueillir pour ce nouveau podcast. Alors, tu es doctorante en sociologie au sein du laboratoire SAGE, Société Acteurs Gouvernement en Europe, de l'Université de Strasbourg. Et tu as écrit une thèse qui s'intitule « La politique publique de lutte contre la radicalisation dans les prisons françaises ». Et on te reçoit aujourd'hui pour mieux comprendre les politiques publiques qui touchent au séparatisme et à la radicalisation. Et on va parler de séparatisme, de radicalisation, de prison et d'école. Donc, pour commencer, on va essayer de comprendre et un peu déconstruire avec toi certains concepts, et notamment ceux-là de radicalisation et de séparatisme. Au début des années 2000, l'État luttait contre le terrorisme. Ensuite, dans les années 2010, c'était contre la radicalisation. Et aujourd'hui, contre le séparatisme et l'islam politique. Comment tu expliques ces évolutions ? Alors, je pense qu'il est important de revenir d'abord sur le mot terrorisme et de rappeler très rapidement que c'est un mot qui est particulièrement situé politiquement et qui, ne serait-ce que d'un État à l'autre, va varier dans sa définition. Il n'y a pas de définition commune au niveau international. Et donc, terroriste, c'est user de la terreur. Et à part ça, il n'y a pas de consensus sur ce terme. Et donc, chaque État va lister les organisations qu'il considère comme terroristes et donc généralement leur accorder un traitement judiciaire, politique, pénal particulier. Donc, c'est important de rappeler ce côté très relatif du terrorisme. Au départ, donc l'État français a toujours lutté contre le terrorisme. Plus récemment, ce qui s'est passé dans les années 2010, en réalité, c'est qu'il y a des mouvements européens au niveau des politiques européennes qui poussaient la France à aller vers la prévention de la radicalisation. Donc, non plus de la lutte contre le terrorisme, mais de la prévention de la radicalisation. La France a tenté d'y résister pendant un temps et puis finalement, pour plein de facteurs différents, a fini par adopter ce prisme. Et en fait, on parle du tournant anticipatoire. D'accord. C'est-à-dire que d'une lutte contre des passages à l'acte violents. C'est d'essayer de savoir en amont. Exactement. On essaye d'anticiper ces passages à l'acte, ce qui a plusieurs conséquences, puisqu'on est dans une démarche donc de prévention des risques, donc avec tout le courant qui est de plus en plus retrouvé dans les politiques publiques de prévention du risque. Et ça a aussi pour effet très fort d'étendre le champ d'action de l'État. D'accord. C'est-à-dire que ces services-là, au départ, intervenaient lorsque des personnes préparaient un passage à l'acte violent. Donc, on est dans une phase très avancée, très claire, en fait, du processus. Là où ils estiment qu'il faudrait agir en amont de cette préparation de passage à l'acte jusqu'à aller dans les racines de la construction idéologique de ce qui pourrait amener ces personnes à avoir ce type de... Avec même des systèmes de détection, tout pour savoir si... Exactement. Sauf que ce que ça implique, c'est que ça redistribue au niveau de l'État la responsabilité administrative de ce travail-là, de cette politique publique.
C'est-à-dire qu'avant, les services antiterroristes étaient très spécialisés. C'était des ministères, le ministère de la Défense, éventuellement le ministère de l'Intérieur, et ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, puisqu'on est dans une démarche de prévention. Donc ça influe sur tous les ministères, ou en tout cas beaucoup plus d'acteurs Absolument. Et ça va donc concerner le ministère de l'Éducation, parce qu'il faut prévenir chez les jeunes, le ministère de la Santé, parce qu'on a un devoir de détection même au niveau des professionnels de santé, les travailleurs sociaux qui vont aussi être en charge, le ministère de la Justice, bien sûr. Et donc, ça étend la légitimité de l'État à intervenir là où c'était moins le cas avant. Et ça étend évidemment énormément les pouvoirs des services de renseignement. Et qu'est-ce qu'on a fait du coup? On a anticipé, ils ont essayé d'anticiper au point de pousser ça jusqu'à l'islam politique et cette notion de séparatisme, ou c'est autre chose? Et alors, c'est l'idée. C'était pas une continuité naturelle. Forcément, ça répond à un agenda politique. Ça aurait pu ne pas arriver aussi. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans cette logique d'anticipation, fallait comprendre le processus, puisqu'après tout, on doit arriver en amont. Donc, quel processus mène à faire un attentat? Et dans cette idée-là, l'État a cherché à comprendre quels étaient les profils de personnes radicalisées, celles qui entraient le plus dans ces parcours-là et qui étaient amenées à avoir un passage à l'acte violent. Et dans l'établissement de ces profils de suspects, de plus en plus est devenu majoritaire dans un certain nombre de ministères, même s'il y a des luttes internes dans les ministères sur ce sujet-là, une lecture de l'islam qui est posée en tant que telle comme potentiellement menant à la violence, potentiellement menant au terrorisme. Oui. Et il y a une sorte de continuité qui a été faite entre intensité religieuse et risque de violence. Oui. Donc, plus vous êtes pratiquant, plus vous risquez de faire des attentats. C'est très grossier, mais l'idée est... Je pense que c'est ça. Moi, je m'étais noté que à l'époque, Christophe Castaner, qui était ministre de l'Intérieur, avait en commission des lois déroulé ce qui, selon lui, étaient les signes extérieurs de radicalisation. Et il a considéré que c'était pas simple de donner ces signes-là, mais il y avait la pratique religieuse rigoriste particulièrement exacerbée pendant le mois de Ramadan. Bon, il a été, et notamment le port de la barbe, etc. Et c'est exactement ce que tu dis. Absolument, absolument. Et là, on voit comment, en fait, il y a une confusion entre intensité de la pratique religieuse. L'intensité, elle est très relative aussi. Elle est intense dans un État qui est séculier, où la plupart des personnes ne sont pas religieuses, n'ont pas spécialement de foi ou de pratique. Donc, dans d'autres pays, ça pourrait paraître complètement normal. Donc, c'est très important de rappeler ça. Et donc, cette intensité est confondue avec un risque de violence, en fait. C'est quand même un lien qui est très fort, et c'est un lien qui, du coup, mène à rendre la communauté musulmane pratiquante suspecte, en réalité. Puisque même plusieurs ministres ont parlé de vivier de la radicalisation dans les communautés musulmanes dans lesquelles on était le plus pratiquant. Et donc, cet établissement des profils des suspects, donc qui sont des musulmans pratiquants dans énormément de compréhension. Sur des bases, excuse-moi Iman, mais sur des bases qui sortent même parfois d'un cadre religieux. C'est ceux qui définissent les critères. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Les personnes qui définissent les critères c'est parfois des critères simplement arbitraires. Absolument, ouais. Absolument. C'est un arbitraire total, c'est un regard normatif qui est posé sur la religion musulmane, la religiosité de ces croyants et croyantes, en disant ça c'est être un bon musulman, ça c'est pas être un bon musulman. Et donc l'État définit à travers ces politiques-là, et on va le voir après dans certains cas d'études, c'est quoi être un bon musulman et c'est quoi ne pas être un bon musulman. Et quand on n'est pas un bon musulman, on est suspect. Parce que potentiellement, on est une menace, on peut se radicaliser. On comprend qu'un mauvais musulman porte la barbe, et donc un musulman non barbu ne peut pas être musulman radicalisé. C'est un musulman modéré, selon la longueur de la barbe. Peut-être faudra demander à M. Castaner. En tout cas, on voit l'absurdité d'une part de ces critères-là. Il me semble qu'il avait aussi parlé de la tabac, la tache sur le front, enfin des choses qui sont vraiment communes à toute pratique religieuse en réalité musulmane. Et en même temps, la gravité de la stigmatisation de ces pratiques-là, quoi. Et cette définition des profils donc de suspects permet quelques années plus tard d'arriver donc à la lutte contre le séparatisme et l'islam politique. Alors là, on n'est même plus sur le risque de passage à l'acte violent, qui était quand même commun au terrorisme, à la radicalisation. Alors même s'il y avait des gens qui disaient oui, il y a aussi la radicalisation des idées, pas seulement. Globalement, les ministères étaient quand même sur la question du passage à l'acte violent,
avec l'islam politique et le séparatisme, l'État dit, en fait, il faut aller encore plus en amont et aller chercher les communautés et les lieux dans lesquels on prépare les esprits à cette radicalisation. Et ensuite, il faut aller chercher l'idée. Exactement. Et on a tout un tas de théories. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, ça reprend des théories d'extrême droite sur la question du grand remplacement, dans lesquels des espaces seraient conquis par l'islamisme sur le territoire républicain et qu'il faudrait aller se battre. Les fameux territoires perdus de la République. Exactement, de monsieur Rougier, pour ne pas le citer. Et en même temps, c'est aussi une histoire française de la métropole notamment, qui a mis dans ses principes constitutifs l'unité du territoire, qui a eu énormément de diversité régionale, qui ont été prises sous la tutelle de Paris. Et donc, il y a toujours cette crainte de dire non, surtout pas, la lutte contre le communautarisme il y a quelques années, aujourd'hui séparatisme. Et donc, dans cet agenda politique, on l'a mis en avant comme une catégorie administrative parce que, du point de vue, pour le coup, de la loi, le terme n'était pas recevable. Le terme de séparatisme a dû être enlevé du projet de loi. Et il y a une autre histoire française, tu parlais d'histoire française, il y a celle de la laïcité. Ouais, et quelle est la place de la laïcité dans ces politiques publiques et pourquoi est-ce qu'on peut la lier à ces phénomènes-là? Alors, je pense que ce qui est important pour comprendre ça, comment la laïcité s'est retrouvée au cœur des politiques de lutte contre la radicalisation, c'est d'abord de revenir à la loi de 1905. La loi de 1905 qui définit la laïcité en droit, donc dans la loi, elle mentionne, en fait, elle garantit la possibilité à toute personne de croire ou de ne pas croire, de pratiquer sa religion ou pas, et garantit que l'État ne se mêle pas, en fait, du culte, soit dissocié, en fait. Il soit uniquement dans une position de garantir le droit à la pratique religieuse ou à la croyance à ses citoyens, à sa citoyenne, mais il n'est pas normalement de lien avec les organisations religieuses. Ça, c'est une loi qui a été votée dans le cadre d'un projet de démocratie libérale qui voulait garantir à tout le monde les mêmes droits à une époque où l'Église catholique était encore très présente dans le champ français. Mais au même moment, il y avait des partisans de la laïcité intégrale, qu'aujourd'hui on va appeler nouvelle laïcité, qui ont survécu en fait à cette loi-là, qui ont perdu, entre guillemets, parce que le texte de loi était bien plus libéral que ce qu'ils auraient aimé, mais qui ont survécu à tout ça et qui aujourd'hui sont largement renouvelés dans leur combat politique contre le religieux et non plus pour la garantie des droits individuels, mais vraiment contre le religieux. Historiquement contre les catholiques, puisque c'était eux qui étaient très proches du pouvoir en France, historiquement, mais aujourd'hui, essentiellement contre les musulmans. Ce qui se passe, c'est que déjà à l'époque, on demandait en fait aux catholiques, qui donc étaient considérés comme suspects par l'État, puisque catholique et donc attaché à l'Église et non pas à la République, une profession de foi républicaine. C'est ce qu'on demande aujourd'hui aux musulmans. Absolument. Sauf que ce qui s'ajoute en plus dans la situation des musulmans, c'est qu'ils sont perçus comme venant d'ailleurs. Là où les catholiques sont historiquement liés à l'histoire de la France et personne ne leur dira qu'ils ne sont pas français. Oui. Les musulmans, en plus d'être suspects par leur non-loyauté à la République, sont aussi suspects parce que considérés comme ne venant pas ailleurs, et avec toutes les accusations d'ingérence étrangère, de lien avec des États étrangers, etc., qu'on connaît. Et dans cette profession de foi républicaine, du fait du rapport de la République aux religieux, on a mis en son cœur la laïcité, au sens intégral du terme, c'est-à-dire l'absence de religion dans la sphère politique en France. Et donc, dans ce cadre-là, historiquement, c'est le cas. Et aujourd'hui, il me semble que c'est M. Blanquer qui a dit, lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, que la laïcité était l'arme qu'il fallait mettre entre les mains des enseignants contre la radicalisation à l'école. Donc, on voit qu'elle est constituée comme la réponse au risque de radicalisation et donc massivement. C'est ça, c'est que, corrige-moi si je me trompe, mais on a l'impression que dans l'éducation nationale, dans les hôpitaux, on utilise la laïcité comme laïcité de valeur et non pas en tant que principe juridique comme tu viens de le dérouler. Exactement, c'est exactement ce qui se passe, c'est que c'est plus un principe de droit qui a une définition claire et des cas dans lesquels elle s'applique et des cas dans lesquels elle n'a rien à voir pour le coup, c'est devenu une valeur. Et comme tout système de valeurs, c'est ce qu'on appelle un universel vide, c'est-à-dire qu'on peut mettre à peu près plein de choses dedans, à peu près tout et n'importe quoi, et l'associer à tout un tas de valeurs qui sont très situées dans le temps et dans l'espace. Et aujourd'hui, on va voir que on est dans une phase plutôt
politique libérale centrée sur les droits individuels, les droits humains, etc. Donc, on va mettre dedans lié à la laïcité, l'égalité homme-femme, le droit à l'autodétermination, des choses qui, au départ, n'ont rien à voir avec la loi de 1905. Oui, c'est ça. Et merci d'avoir rappelé ce qu'était la loi de 1905 et les fondements de la laïcité. Pour arriver sur les politiques publiques à proprement parler, quel bilan des politiques publiques de prévention de la radicalisation on peut faire? Alors, c'est très dur de parler de bilan, déjà parce que c'est en cours et ensuite parce que chacune de ces politiques a une expression dans des ministères différents et donc mériterait d'être étudiée dans chacun de ces champs publics. Il y a de plus en plus de travaux qui portent sur les effets de ces politiques publiques, que ça soit à l'école, sur les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux, dans le champ de la santé, où en fait on a ajouté à la responsabilité professionnelle de tous ces agents la question de la radicalisation, de la prévention et essentiellement du signalement en réalité. Oui. Dans la plupart de ces ministères, quand on parle de prévention, on parle de devoir de signalement de la radicalisation au service de l'État. Globalement, ce qu'on peut en dire, c'est que elle est quand même très critiquée et partout en Europe, puisque les projets de lutte contre la radicalisation ont des différences nationales selon les territoires, mais il y a quand même énormément de critiques qui lui sont faites. Et je pense qu'il y a un vrai besoin, d'une part, d'un bilan d'efficacité réelle, de bilan d'évaluation de politique publique, d'un point de vue pur, c'est-à-dire des objectifs qui ont été fixés, est-ce qu'ils sont atteints? Donc ce premier point-là qui est très peu fait, soit parce que c'est très dur d'accéder aux données puisque ça appartient à l'État. Il y avait des indicateurs très clairs, il y avait des objectifs très clairs au départ. Ça fait partie de l'évaluation justement, c'est de poser la question de ces indicateurs, des objectifs réels à atteindre, etc. Ce qui est très dur aujourd'hui de faire comme bilan réel. Et l'autre bilan, c'est celui de la question des effets de ces politiques sur les publics qu'elles ciblent. Et là, heureusement, on a de plus en plus de travaux là-dessus. Parce qu'il y a on l'a évoqué un peu tout à l'heure, mais il y a un réel caractère stigmatisant. Absolument. Absolument. C'est un des deux grands points qui, à mon sens, sans être exclusif, revient. C'est la question vraiment de la stigmatisation de plus en plus forte et explicite des pratiques religieuses musulmanes. Est-ce qu'on pourrait appeler ça une politique de soupçon? Absolument. Absolument. C'est ce que j'avance dans mes travaux, pour le coup, qu'il y a une politique de soupçon qui fonctionne a priori, en fait, de tout musulman et musulmane. Du moment où la personne est perçue comme telle, le soupçon prime et c'est à la personne de se défaire, si c'est possible, et ça reste une question, de ce soupçon-là. C'est très compliqué de se défaire de ce soupçon-là, mais tu parles aussi... il y a un article que tu as écrit qui s'intitule « Vous êtes musulmane et vous travaillez sur la radicalisation, il n'y a pas un problème ». Et tu parles notamment dans cet article de construction de la figure de l'ennemi de l'intérieur. Et on est dans ça, en fait, dans cette politique de stigmatisation qui va un peu plus loin. Absolument. Si je parle de ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé pour le coup dans tous mes terrains, que ça soit au niveau de l'école, qu'au niveau de l'instruction en famille, qu'au niveau de la prison. On construit une sorte d'exceptionnalité du suspect musulman ou musulmane. C'est-à-dire que c'est l'ennemi. C'est pas juste un délinquant, c'est pas juste un enfant qui rentre pas dans le cadre, c'est pas juste une famille dont on voudrait contrôler les pratiques pédagogiques, c'est l'ennemi. Et être l'ennemi, ça implique de constituer une menace existentielle pour la République. Et donc c'est ce niveau-là de gravité et de remise en question du coup suspicieuse de l'appartenance de cette communauté au corps social, au corps national, et aussi ça justifie en même temps la gravité des atteintes aux droits et des mesures exceptionnelles qui sont portées en fait contre ces communautés-là. Et bon, on l'a plusieurs fois évoqué, le mot radicalisation, le mot séparatisme. Si on devait se défaire de ce concept-là, de ces concepts-là, par quoi on les remplacerait? Alors, moi, ce que je trouve très important, dans un premier temps, c'est de rappeler que, autant la radicalisation que le séparatisme sont ce qu'on appelle des problèmes publics. Des problèmes publics sont des problèmes qui sont construits, qui sont constitués en problèmes. C'est-à-dire que si on prend l'état de la société, il y a énormément de sujets sur lesquels on aurait raison de s'inquiéter, de s'indigner, de vouloir se mobiliser. Que ça soit, je sais pas, des enfants qui sont tués dans le cadre de violences familiales, que ça soit des personnes qui meurent parce que à la rue, que ça soit, enfin, il y a vraiment foison de raisons pour lesquelles on pourrait se mobiliser, s'indigner, etc.
dans la construction d'un problème public, un certain nombre d'acteurs et souvent aussi d'acteurs de l'État vont amener un problème à l'agenda politique et le constituer un problème public dans l'agenda politique et dire à la fois c'est une gravité particulière et en même temps, l'État a la légitimité et le devoir d'agir sur cette problématique-là. L'État constitue pas un problème public le nombre de morts dans la rue chaque année. Il se Ça mobilise pas devrait. comme et ça devrait. Mais ça, c'est d'un point de vue moral. Mais il ne l'a pas constitué ce fait-là comme un problème public. Tout un tas d'acteurs associatifs essaient d'amener les préfectures, l'État dans sa responsabilité en faire un problème public. Aujourd'hui, c'est très peu le cas, malheureusement. Mmh. Donc, on voit bien que cette construction de problème public, elle est relative. Elle répond à un agenda politique et pas à un enjeu de gravité ou de nombre de morts ou d'ampleur, en fait, d'un phénomène. Mmh. Donc ça, Bien qu'on l'ait lié au départ, et tu l'expliquais, au terrorisme ou à une des réalité actions. sociale. Voilà. Ça ne part jamais de rien. Ça part jamais de rien et ensuite tout l'enjeu est de lui donner une certaine place et surtout de justifier l'action de l'État sur cette thématique-là. Mmh. Du coup, dans ce cadre-là, mon propos n'est pas du tout de dire qu'il n'y a pas, des jeunes Français et Françaises qui ont rejoint la Syrie, qu'il n'y a pas eu des tentatives d'attentats sur le territoire français, pas du tout, ça existe. Mmh. Mais on aurait pu faire le choix politique de lire ces événements autrement, d'y poser un cadre, de les délimiter, d'y poser un cadre d'action publique différent et ça a été fait dans d'autres États. Et ça a même, enfin, ça a même, j'ai souvenir que ça a aussi émergé, enfin, pas sur la politique publique, mais auprès de chercheurs sur la prévention de lutte contre le sectarisme. Enfin, on n'a pas forcément lié cette radicalisation dans le cas de la Syrie, forcément qu'à l'islam ou qu'à. C'est difficile pour les chercheurs et chercheuses d'assumer cette posture Mmh. pour des questions de financement, pour des questions d'indépendance de la recherche, mais ça me semble être un enjeu pour, Bien sûr. quand même la recherche. Mais du coup, si on veut se partir de cette réalité sociale, encore une fois que je nie pas du tout, c'est Mmh. pas du tout l'enjeu, mais plutôt de voir comment on peut la penser autrement, j'utilise plutôt la littérature sur la sociologie des violences politiques. Une violence politique, c'est une violence qui a une cible, des effets ou un contenu de revendication politique. Ce qui est clairement le cas des violences qu'on a pu, vivre parfois, dramatiquement en France, en métropole, dans le cas d'attentats et cetera. Ce cadre-là, il permet quoi? Il permet de prendre au sérieux, la dimension politique de la violence et non pas soit de le pathologiser, en disant: Mmh. «C'est des ils Ouais. sont un peu fous, c'est voilà», soit de le rendre, moralement, déviant, c'est-à-dire, c'est des extrémistes religieux, ça va pas du tout, ou de le rendre, civilisationnel, c'est-à-dire, c'est des étrangers barbares qu'il faut, voilà, Toujours ramasser. selon les critères. Toujours sur les critères de la manière dont on va construire ce problème public et du coup, avec la construction de ce problème public, va la construction de la réponse à ce problème. Donc, en parlant de violence politique, on prend au sérieux la charge politique de ces violences et énormément d'instances internationales travaillent sur ces questions de terrorisme parce que le recours à la violence politique est mondial, hein, Mmh. ça n'existe pas loin de là qu'en France. Et ils ont établi depuis des décennies un certain nombre d'indicateurs sur un territoire donné qui favorisent la survenue du recours à la violence politique, dans le cadre de mobilisation, dans le cadre de contestation, etc. Et parmi ces indicateurs, on va retrouver par exemple le niveau de discrimination socio-économique, le niveau de ségrégation territoriale, la difficulté d'accès à la décision politique et à la politique en général. Si par exemple vous vous mobilisez en politique parce qu'il y a quelque chose qui vous indigne dans votre pays et que ce n'est pas possible de le changer parce que politiquement vous n'êtes pas légitime, que vous n'y avez pas accès, qu'il n'y a pas de chemin en fait pour y arriver, ça entraîne la recherche de recours à d'autres solutions que celles, pour le coup démocratiques ou quoi. Et donc tous ces indicateurs-là sont largement Mmh. connus au niveau international, et rappellent, que, si on veut agir sur cette violence politique en France, faut-il encore s'intéresser à ces indicateurs et donc agir sur leurs causes profondes, de discrimination socio-économique, de ségrégation territoriale et cetera. C'est aussi ça le séparatisme, parce que là on parle du séparatisme comme problème musulman, mais c'est pas que ça, le séparatisme en soi. Ça vise pas que les musulmans. C'est quoi la définition du séparatisme pour toi? Alors moi, je ne sais pas ce que c'est le séparatisme en tant que sociologue. Encore une fois, c'est un problème public qui a été construit, qui a été amené, à l'agenda politique, dans un cadre. Mais disons que même admettons que ce mot existe, que ce mot est utilisé, pour moi c'est juste un entre-soi et il viserait pas forcément que les musulmans. Il y a plein de groupes ethniques, socio-économiques qui sont profondément séparatifs. Et j'ai pas l'impression, corrige-moi si je me trompe, que peut-être que les musulmans ou certains musulmans sont apparentés ou les musulmans sont apparentés plus religieux que d'autres, mais
pas forcément plus repliés sur eux-mêmes que d'autres groupes ethniques ou socio-économiques? Si on se dit que c'est à peu près la définition du communautarisme qu'on utilisait avant le D'accord, discours des Mureaux, d'Emmanuel Macron de 2020, jusque-là, on accusait les musulmans de c'est communautarisme. ça. Il n'y a pas plus classique en sciences sociales que l'entre-soi. Que ça soit un entre-soi de classe, que ça soit un entre-soi professionnel, que ça soit un entre-soi territorial. Je veux dire, il n'y a pas plus classique en réalité. Est-ce que les gens du 16e font preuve de séparatisme? Et que les gens du 16e s'organisent pour que leurs enfants continuent de fréquenter les gens du 16e, aillent dans les écoles où eux-mêmes ont été. Enfin, je veux dire, il y a qu'à voir, ne serait-ce que les études sociologiques sur la constitution des parcours des personnes qui vont à l'ENA, par exemple. C'est extrêmement frappant de voir que des gens qui sont à l'ENA sont des enfants de gens qui ont été à l'ENA, qui vont Oui. rejoindre les mêmes ministères, avoir les mêmes parcours. Il y a un entre-soi très fort qui est davantage lié à la classe, au groupe professionnel ou au parcours social Qu'à la religion. qu'à la religion. Et pour le coup, il est aussi admis à l'international et dans toutes les instances internationales que l'appartenance communautaire fait partie de l'organisation sociale de la vie des gens, mais que elle est la plupart du temps multiple. Et c'est pas parce que vous appartenez à une communauté religieuse que vous pouvez pas appartenir à une communauté de quartier, à une communauté politique, à une communauté sportive, artistique, etc. Et qu'en réalité, il n'y a pas plus euh, classique, encore une fois, en sciences sociales, que des phénomènes d'entre-soi D'entre-soi. limités dans le temps et dans l'espace et qui sont d'autant plus frappants chez les classes supérieures et non pas chez les personnes Donc qu'on vise. les musulmans ne seraient pas plus séparatistes que les autres. Non, absolument. Ils ont peut-être moins séparatistes que certains corps, comme les hauts fonctionnaires, comme voilà, les agents de l'État. Donc, non. Ça va pas leur plaire, mais en réalité, C'est le cas. c'est le cas. Dans le cadre d'un ouvrage intitulé Au-delà du séparatisme, on y revient, et de la radicalisation, paru en mars 2024, tu as écrit 2 articles sur le sujet des politiques de prévention de la radicalisation en matière d'éducation. Donc là, on va sur l'école et tu parles de sécuritisation des politiques socio-éducatives. Ouais, j'ai du mal à le prononcer, désolé. C'est un gros mot, mais on va l'expliquer, on va y arriver. Alors, la première enquête, donc celle qui s'est faite sur l'école, on est parti d'une enquête de Francesco Ragazzi, qui était une grosse enquête quantitative sur les musulmans en Europe et en France, pardon, les musulmans en France. Mhm. Et dans cette enquête, il y avait une rubrique en fait qui disait que près de la moitié des parents musulmans et musulmanes disaient à leurs enfants de faire attention à ce qu'ils disent à l'école. Ce qui nous a semblé être un chiffre assez terrible et assez frappant de se dire que les parents enseignent dès le jeune âge de ces enfants que l'école n'est pas un lieu dans lequel ils peuvent s'exprimer en tant qu'enfants musulmans et musulmanes librement. Et qu'il y a un risque de répression, de stigmatisation, etc. Tout ça en lumière avec tout ce qu'on disait avant, mais on va le dérouler là. Et Ouais. donc, on est parti de cette enquête-là qui D'accord. chiffrait en fait ce pourcentage, ce qui est quand même énorme. C'est énorme. Quasiment un parent sur deux, c'est quand même énorme. Et ça, c'était en 2018. J'ose pas imaginer ce que ça donnerait en 2025, 7 ans plus tard. Et donc, on est parti de ça et on s'est dit, en fait, on aimerait avoir accès à la parole de ces jeunes, sauf que c'est pas en allant à l'école que ça va être possible. Déjà, c'est très difficile d'accéder à l'école. Et puis surtout, partant de l'idée qu'il fallait qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent à l'école, ils n'allaient certainement pas se livrer à nous librement. Et donc, on a contacté des associations culturelles et cultuelles la plupart du temps des associations musulmanes qui avaient un programme de jeunesse et qui recevaient des groupes d'adolescents, de collégiens et de lycéens. Et on s'est inséré dans ces programmes pour Ouais. mettre en place un dispositif assez ludique, interactif, adapté à l'âge des adolescents pour les faire parler Libérer la parole. exactement sur leur vécu d'élèves musulmans à l'école et notamment ensuite au fil des séances qui ont été progressives évidemment sur leur perception de ce dispositif de prévention de la radicalisation à l'école. Cette coup, enquête-là, on l'a fait entre Je t'en prie. 2018 et 2019. Donc, c'était avant la polémique des Rabayas. Je pense que c'est très important de le souligner parce que je pense que les résultats de cette enquête ont largement été accentués. Et peut-être pour commencer, pour faire un point sur c'est quoi, en fait, le dispositif de prévention de la radicalisation à l'école, c'est en grande partie un dispositif de signalement. C'est-à-dire que le personnel enseignant, le personnel éducatif et le personnel administratif au sein de l'éducation nationale a la responsabilité aujourd'hui de procéder à un signalement, soit pour radicalisation Et d'un du coup- élève, soit pour atteinte à la laïcité. D'accord. Selon quels critères? Parce qu'un enfant de 12 ans n'a pas de barbe, normalement.
Selon quels critères? C'est une grande question et pour ça, je renvoie à l'article de la collègue avec qui j'ai fait ce travail, Claire Donnet, qui a publié un article justement sur les motifs de signalement pour radicalisation et qui sont extrêmement variés, D'accord. et qui peuvent pour donner des exemples, je me rappelle qu'il y avait un petit garçon de 5 ans qui avait été signalé pour radicalisation parce que, évidemment maghrébin, il avait refusé de donner la main à une petite fille, dans le couloir. Il y a des signalements qui ont eu lieu parce que des adolescents refusaient, la minute de silence après les attentats contre D'accord. Charlie Hebdo. OK. Il y a des signalements qui sont faits dans les cours de sciences naturelles où, les élèves musulmans vont, par exemple, contester le fait que, on descende du singe ou que la Terre a été créée d'une certaine manière et cetera et donc tout ça fait l'objet Est-ce de encore signalements, une fois, peut faire l'objet. d'accord, on lie ce signalement au fait qu'il soit musulman ou perçu comme tel ou non? Alors, le personnel qui signale ne dira jamais ça, évidemment. Il n'empêche que toute cette, politique publique de lutte contre la radicalisation est clairement, tournée vers, des musulmans, perçus comme potentiellement dangereux et cetera. Donc on signale pas d'autres publics que celui-là. Ce qui nous a intéressés dans le Ouais. cadre de ce travail, c'est vraiment de se dire: «Qu'est-ce que ça fait aux élèves musulmans, en fait, à l'école, de vivre dans un environnement dans lequel potentiellement leurs enseignants peuvent être amenés à les signaler pour radicalisation ou atteinte à la Est-ce laïcité?» que désolé de la question, mais est-ce que ces enfants-là en ont conscience? Alors, c'est une des questions qu'on s'est posées et en fait, ce qui s'est avéré, c'est que, déjà, ce qui était intéressant, c'est ils avaient une conscience, très forte, de ce qu'on a appelé un cadre inégalitaire, un environnement inégalitaire en termes de statut entre, la figure de l'adulte, l'enseignant, le personnel Mmh. administratif et l'enfant et ils ont même comparé cette relation-là à celle de la police, aux jeunes du quartier en disant, «Si l'adulte, se comporte bien et est respectueux, tout va bien, tout se passe bien. Mais si l'adulte se permet, un abus de son pouvoir, qui Mmh. qui est vraiment situé dans une relation de pouvoir, l'administration lui donnera toujours raison. Donc notre voix ne compte pas et de toute manière, c'est nous qui sommes perdants. Donc ça crée une inégalité, de justice en quelque sorte, de légitimité à porter une plainte, Mmh. qui, les met Et dans une aussi même relation une de entrave aux domination sur relations éducatives, absolument, absolument. Donc ils ont cette conscience déjà très forte en règle générale. Et ce qui est survenu ensuite, c'est que la laïcité scolaire était perçue comme un enjeu de contrôle des comportements. Il y a une grande confusion, dans les jeunes qu'on a rencontrés entre, égalité et similitude. C'est-à-dire qu'ils nous disaient: «La laïcité, c'est être tous les mêmes». Au lieu de nous dire: «La laïcité, c'est bon, garantir la liberté de croyance ou ça», c'était être tous les mêmes. C'est-à-dire l'absence du religieux doit permettre, le respect de la laïcité et donc on voit que c'est une intériorisation très forte mmh, de la laïcité scolaire qui, en oui. effet, est basée sur, l'interdiction de toute expression religieuse à l'école et ça a été, largement intériorisé par les jeunes qui, du coup, nous reformulaient un discours qui est celui de l'institution, de constituer la religion comme, en soi, polémogène, Ouais. c'est-à-dire source de conflits et c'est pour ça qu'il faut pas en parler à l'école, ça fait des conflits. Est-ce que du coup, bon, ce contexte général, cette atmosphère que tu décris influe sur une certaine, proportion de parents à mettre leurs enfants, à l'école à la maison, ce qu'on appelle l'instruction en famille, l'IEF? Alors, j'aurais pas de chiffres, pour, évaluer la proportion de parents qui font ce choix-là. Ce que je sais, c'est que dans l'enquête, qu'on a menée donc sur, l'instruction en famille, sur le recours des familles musulmanes, plus précisément l'instruction en famille, qui d'ailleurs est partie de cette fameux discours, des Mureaux qui en 2020 disait voilà, «Il faut qu'on contrôle plus, les écoles privées musulmanes, l'instruction en famille» parce que ce sont des lieux dans lesquels, on Est-ce que tu enseigne des tu valeurs contraires à la République et cetera. l'instruction en famille, à l'échelle de l'éducation, nationale, elle représente combien de pourcents des enfants? Alors, elle représente une toute petite minorité d'enfants, en règle générale. C'est vraiment, moins d'1 % des enfants qui sont en âge d'être scolarisés, donc de 3 ans à 16 ans, de scolarisation obligatoire. C'est vraiment moins d'1 % et là-dedans, Il y a des musulmans. il y a une minorité, là encore, de musulmans. Donc Donc c'est on parle d'une une toute infime petite minorité. portion d'enfants, D'accord, en France, mais qui a une tendance à l'augmentation très forte. d'accord. C'est-à-dire que par rapport à quelques années, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de familles, mais ça reste un chiffre
largement minoritaire à l'échelle du nombre d'enfants. Et pourquoi on a associé cette pratique d'instruction en famille, aux deux mots qu'on répète depuis tout à l'heure, à la radicalisation et au séparatisme? C'est une très bonne question. On s'est posé aussi. Et en fait, ce qu'on a fait pour ça, c'est qu'on s'est dit, on a besoin de comprendre pourquoi les familles musulmanes ont recours à ça. Puisque notre chef de l'État nous dit, c'est un lieu dans lequel on se radicalise, on s'est dit un peu naïvement, bah, il doit peut-être se baser sur au moins un rapport, quelque chose. Oui. Et ben, en fait, non, il n'existe pas de rapport qui prouve qu'il y a davantage de radicalisation dans les familles qui font le choix de l'instruction en famille, alors qu'il faut savoir que ce sont des pratiques qui sont très contrôlées, D'accord. qui font l'objet de au moins un contrôle par an, un contrôle social pour les conditions dans lesquelles l'enfant vit, est élevé et a accès à l'instruction, et un contrôle pédagogique sur vraiment le contenu de ce qui est appris aux enfants. Mmh. Et donc, malgré tout ça, aucun de ces rapports ne mentionne des situations de radicalisation dans les familles qui sont contrôlées chaque année pour D'accord. chaque enfant. Donc on se dit, bah, c'est quand même drôle de poser des constats pareils sans chiffres et sans preuves. Et donc on s'est dit, bah, nous, on va aller regarder pourquoi est-ce que les familles musulmanes donc, ont ce recours-là. Et ce qui a été très frappant en réalité, c'est qu'on a donc classé les motivations pour Ouais. ces familles. Et ce qui revient en premier, c'est l'intérêt de l'enfant. C'est des enfants qui ont eu des vécus de harcèlement scolaire, des enfants qui ont des besoins particuliers en termes d'apprentissage, par exemple de la dyslexie, Donc là, des troubles de jusqu'ici, l'attention. ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Et ça, c'est la motivation première dans les familles qu'on a rencontrées. La deuxième motivation est dans la question de l'individualisation des apprentissages. Donc, il y a beaucoup de recours aux pédagogies dites alternatives, les pédagogies Montessori, le fait de changer la manière de penser la pédagogie, en fait, en règle générale. Donc encore une fois, pas lié à la religion? Toujours pas lié à la religion. Donc ça, c'est vraiment les deux motifs massifs qui D'accord. surviennent. Et ensuite, en troisième position, arrivent des motivations religieuses D'accord. qui, là, sont liées à, en grande partie, l'interdiction du port du foulard à l'école. D'accord. Donc pour des jeunes filles qui arrivent en âge de le porter et qui ne peuvent pas le porter à cause de cette interdiction. Donc elles préféreraient l'instruction à la maison que la déscolarisation? Souvent, elles avaient fait leur parcours à l'école publique et après ont soit recours à l'école privée musulmane, soit à l'instruction en famille D'accord. pour contrecarrer cette interdiction du port du foulard. D'accord. Et le dernier motif est le refus de la carte scolaire. C'est-à-dire, je vis dans un quartier défavorisé, il n'est pas question que mon enfant il soit dans cet établissement-là qui est sous-doté en moyens, dont les professeurs sont pas remplacés, etc., etc. Donc, je vais faire en sorte, dans un bras de fer avec les autorités locales, de demander à ce qu'ils soient envoyés ailleurs et je le garde en instruction Ouais. famille jusqu'à ce que ça soit D'accord. possible. Donc ça, c'est les 4 motivations qu'on a retrouvées par hiérarchie d'importance. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que dans ce qui est utilisé comme type d'apprentissage, c'est que les familles qui ont des contestations institutionnelles, c'est-à-dire l'interdiction du port du foulard et le refus de la carte scolaire, vont en réalité faire littéralement l'école à la maison. C'est-à-dire qu'ils reprennent le programme de l'éducation nationale Oui. et qu'ils enseignent avec un prof particulier ou avec des cours à distance, mais c'est exactement le même programme que celui de l'éducation nationale. Et ce sont les familles qui, elles, font ce choix pour l'intérêt de l'enfant et pour individualiser les apprentissages qui vont avoir recours à, là, pour le coup, pas de programme ou un tout autre programme parce que c'est une motivation pédagogique et non pas une motivation contestataire du système, de l'institution. J'entends. Merci beaucoup, Iman. On va passer à ton deuxième sujet de prédilection qui est la prison. Enfin, c'est pas très joyeux, mais avant de comprendre les implications de tout ce dont on discute pour la prison, j'aimerais qu'on revienne sur ta propre expérience en tant que chercheuse. Pas en tant que prisonnière. Non, non. Préciser, parce que parfois j'ai des abus de langage. Non, donc surtout en tant que chercheuse portant le hijab et travaillant sur la radicalisation. J'aimerais rajouter en tant que femme aussi, mais peut-être que... Il va falloir rajouter. Donc, tu l'évoques largement dans un article publié dans la revue Marronnage. En fait, voilà, quel est toi qu'est-ce que tu as ressenti en tant que chercheuse travaillant sur ces sujets-là, musulmanes et femmes? Alors, c'est pour toutes les raisons, tous les critères que tu as mentionnés, ça a été un grand défi. Pour peut-être reposer le cadre de ce travail au sein de l'administration pénitentiaire, c'est dans le cadre d'un projet de recherche doctorale. Donc, on finançait ma recherche doctorale
avec un partenariat avec l'administration pénitentiaire qui demandait à ce qu'on co-construise un dispositif d'aide à la réinsertion. Ce que du coup, j'ai fait. Et dans ce cadre-là, j'ai pu mener une ethnographie longue, donc de près de 3 ans au sein de l'administration pénitentiaire, c'est-à-dire que j'ai suivi au quotidien les professionnels de la mission lutte contre la radicalisation violente dans leur mission quotidienne auprès des personnes détenues, en formation, dans les temps institutionnels de réunion, etc. D'accord. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai été amenée à entrer en prison. Et comment ça s'est fait la première fois? Alors, ça a toujours été un enjeu, hein, on va pas se mentir, ça a toujours été compliqué et ça a parfois même été violent. Lorsque j'ai arrêté mon terrain au sein de l'administration pénitentiaire, donc en décembre 2021, donc le terrain était bouclé, il fallait à présent que je passe à l'analyse, la collecte des données, puis l'écriture de la thèse. Il m'a fallu plusieurs mois pour être capable de prendre du recul et à travers cet article de marronnage, de retrouver une posture sociologique et d'être de nouveau en mesure d'analyser ce dans quoi j'avais été prise du fait de ce qu'on appelle donc dans cet article les assignations raciales, c'est-à-dire les lectures sociales de mon corps au-delà dans les interactions les plus courtes. C'est-à-dire qu'il suffisait que la personne me voie pour me catégoriser d'une certaine manière, sans que j'aie le temps de me présenter, de dire que j'étais chercheuse, de parler de mon parcours, de mon sujet de recherche ou quoi que ce soit. Ma seule visibilité religieuse m'a amenée à être traitée d'une certaine manière au sein de l'administration pénitentiaire. Et c'est ça que j'analyse dans cet article en premier lieu. Tu as des éléments de comparaison avec d'autres collègues, chercheurs, chercheuses qui... Absolument. Il faut savoir que la plupart des chercheurs, du coup, qui travaillent sur ces questions-là, c'est quand même majoritairement des hommes. Il y a quelques femmes dedans, mais elles sont minoritaires. Et que l'ensemble de ces personnes sont, pour la quasi-totalité des personnes blanches et qu'aucune femme musulmane portant le foulard n'a eu ce type de terrain long auparavant sur la question de la radicalisation. Surtout. Parce que si ça avait été uniquement sur la question de l'aumônerie musulmane, ça aurait potentiellement été mieux perçu. Mais là, le fait d'arriver en tant que musulmane et de travailler sur l'institution, sur cette politique publique-là, ça a été particulièrement compliqué. Du fait de cette perception que tu décris. Ouais. Que du coup, qui revenait à des choses qui ont été montrées dans d'autres travaux, mais qui étaient, d'abord, j'étais perçue de base comme étrangère. C'est-à-dire que j'explique dans l'article que il m'est souvent arrivé à l'entrée d'une prison qu'on me demande mon titre de séjour, alors que j'avais encore rien dit, rien fait, etc. Donc, de fait, considérer que je n'étais pas d'ici, que je venais d'en ailleurs, mais pas français. Ce qui ensuite suscitait beaucoup de gêne auprès de l'agent quand je lui proposais ma carte d'identité française pour le coup. On considérait de fait que j'étais délinquante, personne mise sous injustice, c'est-à-dire que lorsque j'étais dans des espaces réservés aux professionnels en tant que chercheuse, voilà, convention de recherche, etc., on me soulignait que les voyous n'étaient pas admis dans ces espaces-là. Donc, on voit le mépris en plus pour les personnes sous main de justice. Et donc, on considérait de fait, encore une fois, sans me parler, que je ne pouvais être que délinquante et non pas partenaire de l'administration pénitentiaire. Ou au mieux, il est arrivé aussi que j'essaye d'entrer dans des établissements et qu'on me refuse l'accès en disant les parloirs famille, c'est pas tout de suite. Il y avait plus de chances que tu sois la sœur ou la mère d'un détenu qu'une chercheuse. Exactement. En tout cas, dans la lecture sociale de ma visibilité religieuse, c'est ce à quoi on m'envoyait directement. Et le plus violent et le plus fort la plus forte de ces assignations raciales a été celle de considérer dans un établissement en particulier que je ne pouvais pas être là pour faire de la recherche, mais j'étais en réalité là pour recruter des djihadistes et donc pour faire du prosélytisme auprès de détenus déjà dits sensibles. Et donc, on m'a retenue en prison pendant plusieurs heures parce qu'il n'était pas possible, aux yeux de l'établissement, que je sois là en tant que chercheuse. Malgré, comme vous l'imaginez, une procédure très longue pour avoir les autorisations d'accès, de nombreux papiers qui justifient mon droit d'accès à l'établissement, des mails envoyés en amont, etc. Et la professionnelle qui défendait mon droit à être ici avec elle a mentionné le fait qu'elle avait envoyé mon autorisation d'accès en amont au directeur de l'établissement, qui a répondu mais il n'y avait pas écrit qu'elle était musulmane dessus. Donc c'est très explicite sur le fait que c'est encore une fois cette visibilité religieuse qui suffit à rendre suspect la présence d'une chercheuse de nationalité française, sans casier judiciaire, enfin voilà, qui a tous les aspects qui devraient faciliter une forme de légitimité aux yeux de l'institution, qui est balayée d'un revers de la main par la simple visibilité religieuse. Et donc ça, c'est un résultat très fort
qui de fait est pas rencontré par des collègues qui sont pas musulmans et qui ne sont pas femmes et qui ne portent pas de Oui. foulard. Donc ce qui rencontre, c'est une forme de perturbation en fait de l'ordre racial institutionnel du fait même de ma Dans un présence, milieu, malgré moi. ouais. Mais Malgré moi. et bon, malgré tout aussi, signaler que du coup, tu as pu faire ta thèse, tu as pu travailler sur ce terrain-là. Et donc, pour rappeler, tu travailles sur la gestion de la radicalisation en prison. Et avant tout, il y a un rapport de l'Assemblée nationale sur la prise en charge de la radicalisation qui est paru en 2021 et qui a juste rappelé 3 objectifs. La gestion de la détention, notamment du risque de violence et du risque de l'influence par des politiques de prosélytisme, la sécurité des personnels pénitentiaires ainsi que des codétenus, et la sécurité de la société par une préparation active des conditions de libération. On va évoquer tous ces sujets avec toi. Ça, c'est pour le cadre théorique de la politique publique. Et avant de nous intéresser aux effets, on va essayer aussi de déblayer le terrain. Qui est-ce, à part toi, qui, qui est-ce qu'on considère, qui est-ce qu'on considère comme radicalisé en prison? C'est déjà un élément de réponse, en fait. Le fait que l'administration pénitentiaire ait réagi de cette manière à ma présence, par ma seule visibilité religieuse, c'est ce que je montre dans cet article, donc dans la revue Marronnage, c'est que ça dit déjà quelque chose de très fort sur qui est perçu comme radicalisé. Et c'est pas différent pour les personnes. Alors, moi, je n'étais pas en prison, enfin, je n'étais Oui. pas incarcérée, je rentrais chez moi le soir, mais il n'empêche que ça dit quelque chose de très fort sur la manière dont peuvent être perçues des pratiques religieuses musulmanes, somme toute assez classiques, le port du foulard, rien d'exceptionnel au regard de l'islam, la manière dont l'administration pénitentiaire pouvait Ouais. porter un regard très suspect sur ces pratiques-là. Et donc, qui est radicalisé en prison? Il me semble très important de faire la distinction entre 2 statuts. Le statut de personnes ayant été judiciairement condamnées ou poursuivies. Parfois, ils sont en attente du procès, mais en tout cas, qui sont poursuivis pour des faits liés au terrorisme. Donc, association de malfaiteurs En lien avec... terroristes ou apologie du terrorisme. Mais en tout cas, le motif judiciaire est la catégorie terroriste. Ça, c'est un premier groupe qui est particulièrement hétérogène puisque les années 2010 ont été un moment de multiplication des lois antiterroristes qui ont multiplié les cas dans lesquels on pouvait mobiliser cette législation et ont contribué à criminaliser de plus en plus de choses en lien avec ces thématiques, comme par exemple le fait de partir sur une zone considérée comme en guerre ou considérée comme étant un territoire dans lequel des groupes terroristes ont des Oui. activités. Donc c'est comme ça qu'on a pu du coup après judiciariser les personnes qui revenaient de Syrie. L'apologie du terrorisme aussi a été étendue, par exemple, aux questions de consommation de contenu à caractère terroriste, c'est aussi devenu quelque chose de criminalisé. Sur la question du financement du terrorisme, le fait d'envoyer de l'argent à des personnes là-bas, sur zone, dans des territoires qui sont considérés comme contrôlés par ces groupes, devient du financement du terrorisme. Donc tous ces motifs-là, qui se sont multipliés dans les années 2010, font qu'il y a un public très hétérogène derrière cette catégorisation de terrorisme. Il y a des parents qui envoyaient de l'argent à leurs enfants partis sur zone parce que ils crevaient de faim, notamment sur la fin Donc, de l'État islamique, et voilà, les gens étaient dans des conditions de plus en plus difficiles matériellement. Donc des parents envoyaient de l'argent à leurs enfants et ont été condamnés pour financement du terrorisme. De la même manière, les questions d'apologie du terrorisme, du moment où on relaie la communication d'un groupe considéré comme terroriste par la France ou qu'on en fait l'éloge ou qu'on témoigne une forme de sympathie à leur égard, c'est apologie du terrorisme et ça peut également faire l'objet d'incarcération. Il y a quelque chose de très important qui a été introduit aussi, c'est la question de velléité de départ. Alors c'est un mot un peu barbare, mais qui en fait parle d'intention. Là où le droit français était caractérisé par le fait de condamner des actes et donc de prouver la matérialité de l'acte qui a été commis. Et là, on introduit la question de l'intention. C'est-à-dire, vous aviez l'intention de partir et on va vous condamner pour ça. Donc, on a beaucoup de gens qui étaient soit arrêtés chez eux, soit arrêtés aux frontières et qui étaient accusés de velléité de départ et donc avoir l'intention de partir. Donc, tout ça nous donne un groupe extrêmement hétérogène derrière la rubrique, la catégorie terroriste. Et ensuite, encore plus hétérogène, la deuxième catégorie, qui ont été appelés un temps les détenus de droit commun, sont des personnes donc de droit commun, c'est-à-dire condamnées pour toute autre chose que des questions liées au terrorisme, condamnées ou prévenues. Encore une fois, il y a des gens qui sont incarcérés en attente de leur procès, donc qui sont en théorie présumés innocents, mais l'administration pénitentiaire
les évalue, les apprécie comme étant radicalisés ou susceptibles d'être radicalisés. Il y a une lutte administrative interne aussi sur ces termes-là, sur qui rentre en fait dans la catégorie. Et Encore une fois, selon des critères qui sont peut-être les mêmes que ça. Voilà. Okay. L'arbitraire du fonctionnaire est vraiment un poids très fort là-dedans. Et il y a des désaccords entre les personnels. Et donc, il y a des luttes pour définir qui est radicalisé et qui l'est pas. Et on retrouve dedans des personnes qui donc en prison vont faire l'éloge ou témoigner de la sympathie à un groupe qui est considéré comme terroriste. Et on le voit aujourd'hui avec les mobilisations pour la Palestine. Reconnaître, par exemple, un droit à la résistance à un groupe palestinien qui est considéré comme terroriste par la France peut suffire à ce type de mobilisation, donc apologie du terrorisme, etc. On a... une pratique musulmane qui est jugée comme intensive. Encore une fois, les mêmes critères. Exactement. Donc, c'est vrai qui circule en fait entre les institutions. Et souvent, dedans, on a eu le fait de faire des prières en commun dans la cour de promenade. Parce que il n'est pas autorisé de prier en dehors de la cellule ou de l'espace d'aumônerie dédié. Donc, le fait de faire une prière en commun... C'est l'espace public. En tout cas, c'est l'espace pénitentiaire qui est très contrôlé, alors que c'est une pratique qui est aussi à la base de la pratique religieuse musulmane, de prier en groupe. Là, c'est automatiquement, ça fait l'objet de signalement pour radicalisation. Enfin, en tout cas, ça peut faire l'objet de ce signalement. En fait, justement, une fois qu'on a détecté un détenu comme radicalisé en prison, il y a une prise en charge particulière? Alors, ce qui est aussi très frappant, c'est que du coup, de plus en fil des années, aujourd'hui, à la fin de mon terrain, c'était tout à fait le cas, c'était que le parcours pénal des personnes condamnées pour des faits de droit commun, mais considérés comme radicalisés par l'administration, tendait de plus en plus à être identique au parcours de personnes condamnées pour des faits de terrorisme. Donc, la législation antiterroriste est caractérisée par son côté exceptionnel. La société, en quelque sorte, accepte un certain nombre d'atteintes aux droits fondamentaux, aux droits humains, et à une exceptionnalité de vraiment de la dureté de la peine dans le cadre de cette législation antiterroriste, qui est déjà est critiquable et largement commentable. Mais il y a quand même en théorie, un procès, une défense, etc. Là encore, il y a des analyses sociologiques dessus qui déconstruisent ces arènes-là politiques, mais toutefois, il y a un procès, donc la possibilité d'être défendu par un avocat, d'être considéré comme innocent, etc. Mais là, non. Les personnes de droit commun, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un procès pour déclarer qu'elles sont radicalisées ou pas. C'est une catégorisation qui est administrative, c'est une procédure administrative qui peut être contestée parce que ça a été très vivement critiqué au départ. Donc, de plus en plus, l'avocat ou l'avocate peut contester, mais c'est très dur en réalité d'en faire sortir parce que les motifs d'entrée dans la catégorie sont parfois pas du tout transparents. L'administration peut refuser de communiquer dessus, etc. Et malgré tout ça, ces personnes tendent à avoir le même parcours de peine. C'est-à-dire, comment ça se caractérise, le parcours un peu type, en tout cas dans l'intention de l'administration, c'est de passer par des quartiers d'évaluation de la radicalisation, qui sont des quartiers de haute sécurité pendant plusieurs semaines, dans lesquels les personnes vont être scrutées 24 heures sur 24, vont passer des entretiens avec tout un tas de professionnels, des éducateurs, des psychologues, des médiateurs du fait religieux, donc ils sont à mi-chemin entre l'islamologue et l'aumônier, mais qui en tout cas va rendre compte, proposer une évaluation du niveau de radicalité, ou de la religiosité. Son ancrage idéologique, donc voilà, c'est quelque chose quand même de très normatif et l'État demande une appréciation normative d'une religiosité. Si on revient à la définition de la laïcité, ça commence à poser question. Bref, ils vont avoir des ateliers de groupe dans lesquels, là encore, ils vont être évalués et à la fin de ce quartier, une préconisation va être émise pour dire il vaut mieux l'envoyer en quartier d'isolement. Donc, rencontrer personne 24 heures sur 24. Pour pas qu'il contamine les autres détenus. Exactement. Ou parce qu'il y a un risque de passage à l'acte violent, etc. Oui. En tout cas, c'est prosélytisme au passage à l'acte violent, on le met à l'isolement. Deuxième possibilité, on l'envoie en quartier de prise en charge de la radicalisation. QPR. Exactement. Mais qui sont là aussi des quartiers, la plupart du temps, assez sécuritaires et qui ne donnent pas les mêmes accès, par exemple, à la formation, à la possibilité de travailler, à la possibilité de préparer la réinsertion en faisant tout un tas de démarches administratives, etc. Ou troisième solution, on renvoie en détention ordinaire. Classique, en détention ordinaire et le suivi se fait par des psychologues, des éducateurs, du personnel d'insertion et de probation, mais en détention ordinaire. Et donc, c'est ce quartier-là qui va émettre la préconisation. La préconisation va aller à l'administration centrale à Paris qui va décider
où est-ce que la personne va être envoyée, et géographiquement parlant, et en termes de la nature du régime de détention. On connaît, enfin, je pense que les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent connaissent le degré de violence qu'il peut y avoir sur les personnes en prison, enfin le fait d'être emprisonné et le degré de violence de la prison. En gérant la radicalisation comme ça en prison, et il y a un degré de violence supplémentaire dans ce que tu décris, est-ce qu'on assure une bonne réinsertion dans la société? C'est quelque chose qui est pris en compte, ou est-ce qu'on fait justement que reporter la violence à après? Parce que ces individus-là ne sont pas condamnés à la perpétuité ou à 20+30. Ils sont amenés à sortir et, comme tu le disais, c'est des détenus de droit commun. Pour nous intéresser à ce groupe-là. En réalité, même si on inclut les détenus condamnés pour des questions de terrorisme, on retrouve comme le parcours de peine est de plus en plus similaire, le traitement à la sortie est de plus en plus confondu, en fait. On y a de moins en moins de différence entre ces personnes. Ce qui est très frappant là-dedans, c'est que il y a des travaux, par exemple, du sociologue Gilles Chantraine, qui parlent de rapports guerriers dans ces quartiers d'évaluation de la radicalisation entre le personnel et les personnes détenues, pour caractériser à quel point c'est pas des délinquants comme les autres. Je dirais, ok, ils ont fait les malins, voilà, le système leur tombe dessus, ils connaissent les règles du jeu, ils prennent, voilà, c'est comme ça, ils font leur permis, ça. Eux sont des guerriers, sont des combattants, c'est l'ennemi, en fait. C'est pas la même chose. Et donc, le traitement pénitentiaire n'est pas le même. Et cette socialisation au rapport guerrier ne peut que, en face, conforter l'idée qu'on est en guerre contre cette institution, qu'on est en guerre contre la société qu'elle vient représenter en nous. Donc, c'est extrêmement dur ensuite d'espérer que ces personnes vont être capables de retrouver une place dans la société à la sortie. Parce que j'ai l'impression que j'ai de cet échange, c'est que là, on nourrit ce sentiment-là en prison, clairement. On le nourrit aussi à l'école, et tu l'as dit aussi sur ton terrain. C'est quelque chose qui est alimenté justement par les politiques publiques, cette guerre. Ouais. En fait, il y a vraiment l'idée d'une essentialisation de cette figure de l'ennemi intérieur qui est indépassable. C'est-à-dire que vous êtes radicalisé, c'est votre nature. Et que quoi que vous nous fassiez penser, ça y est, au sein de l'administration pénitentiaire, on retrouve beaucoup l'idée que si ça se passe mal en détention, parce que, je sais pas, vous insultez les surveillants, vous battez avec, etc. Bon, bah, on le sait, vous êtes l'ennemi, c'est bien logique. Mais si ça se passe bien, c'est encore plus inquiétant. Ouais. C'est de la taquia. C'est de la dissimulation. Grand mot, encore une Oui. fois, monsieur Castaner. C'est de la dissimulation, et donc vous êtes d'autant plus inquiétant. Il faut encore plus vous surveiller. Et donc, quelle issue ont les personnes dans l'idée où, en effet, elles étaient engagées dans un processus de justification du recours à la violence politique, quels que soient les groupes auxquels elles se disent appartenir, ou que ça soit dans des processus adolescents de provocation, comme d'autres travaux ont pu montrer, etc. Quelle issue on donne à la personne pour qu'elle puisse sortir et retrouver une place dans la société, y contribuer, y mettre du sens, etc. Et c'est très, c'est un travail à mener, cette recherche-là des effets au long terme de la politique sur les parcours de peine, puis sur la réinsertion, n'a pas été faite. C'est un travail à faire. S'il y a des vocations à la recherche, soyez les bienvenus. Et en même temps, on peut que s'inquiéter de ces effets-là extrêmement sécuritaires sur les personnes, tout en sachant que parmi ces professionnels, et notamment parmi les éducateurs, les psychologues, il y a un vrai travail de prise en charge, d'accompagnement socio-éducatif qui est fait, en fait, pendant la peine, notamment dans les peines longues, parce qu'ils ont le temps de faire ce travail, et qu'au moins, on peut bien reconnaître ça, c'est quand même une politique publique qui est dotée financièrement. Donc, ils ont le temps et les moyens de faire ce travail d'accompagnement, mais quand vient le moment de la sortie, la compréhension sécuritaire de la question prime de nouveau, et là, tout ce qui a pu être construit est souvent balayé d'un revers de la main, parce que la demande d'aménagement de peine, parce qu'on a trouvé un emploi et qu'on pourrait sortir 6 mois plus tôt, refusée. La possibilité je sais pas, d'avoir un employeur, en fait, on prévient l'employeur que vous êtes inscrit au fichier des personnes ayant commis des actes à caractère terroristique. Alors, ceux qui maintiennent leur proposition d'embauche, il y en a pas énormément. Quand vous sortez, vous pouvez faire l'objet de mesures de sûreté, c'est-à-dire que ce sont des mesures judiciaires qui s'ajoutent à la fin de la peine. Donc, c'est une peine après la peine. Donc, Si on considère que vous êtes encore dangereux, et en plus de ça, on peut mettre en place des mesures administratives qu'on appelle les MICAS, qui sont des mesures de surveillance où vous devez, par exemple, aller pointer au commissariat une à plusieurs fois par jour en plein milieu de la journée. Vous avez l'interdiction de sortir parfois de la ville ou du département. Enfin, toutes ces mesures-là extrêmement contraignantes. Mais comment voulez-vous vous réinsérer dans des conditions pareilles? Donc, ces personnes-là ne
ne peuvent pas s'en sortir et ont Il est très très difficile de, difficile de de... s'en sortir. Et c'est pour ça que, y compris dans le cadre de mon partenariat avec l'administration pénitentiaire, dans lequel initialement ils me demandaient de mettre en place Mm. un dispositif de réinsertion, très vite, je me suis rendu compte qu'en réalité, cette compréhension de la radicalisation menait non pas à une volonté de réinsérer les personnes, mais une volonté de les neutraliser. Neutraliser au sens d'être neutre, c'est-à-dire d'être incapacité. Et comment on fait ça? En prolongeant les peines le plus possible, en maintenant les contraintes judiciaires puis administratives le plus possible, quand c'est possible, en enlevant la nationalité française, en expulsant les personnes du territoire. Donc tous les moyens sont bons en réalité pour une neutralisation de ces personnes et non pas un projet de réinsertion. Parce que la compréhension majoritaire actuellement, encore une fois, c'est pas la seule. Il y a des luttes d'agents, des luttes professionnelles, etc. pour la définition de la radicalisation au sein de l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui, la compréhension majoritaire fait que on neutralise les personnes et on ne les réinsère pas. Merci beaucoup, Iman, et j'ai envie de te dire bon courage pour la suite de tes travaux Merci. sur ces deux terrains difficiles. On va passer j'espère, quelque chose de plus léger, le rituel du phare. Est-ce que tu aurais 3 suggestions culturelles, films, documentaires ou livres pour nos auditeurs et nos spectateurs? Alors, la légèreté n'est pas une des qualités qu'on me reconnaît le plus souvent. Pour moi, il était compliqué de répondre à cette question dans l'actualité qu'on connaît sans mentionner la Palestine. Et du coup, j'ai choisi de faire 3 suggestions en lien avec l'actualité palestinienne. Et pour ça, je propose dans un premier temps, enfin, je conseille de visionner le film documentaire Derrière les fronts, Résistance et résilience en Palestine, qui suit en fait le travail du docteur Samah Jabr, qui est une psychiatre palestinienne et qui en fait travaille sur la question de la colonialité de la santé mentale et de la manière dont il est nécessaire de décoloniser la santé et les esprits dans l'objet un Mm. jour d'espérer décoloniser la terre. Et elle montre à quel point les catégories, les diagnostics de pathologie en santé mentale ne peuvent pas, dans le cadre d'une colonisation, être dissociés du vécu de l'occupation en Palestine occupée donc. Et donc la journaliste la suit sur plusieurs années et montre en fait la Tu nous spoil, réalité. faut pas spoiler. Je spoil pas, mais en tout cas, elle montre la réalité à la fois de l'occupation, des checkpoints, de la question de l'enfermement, de la question de la répression, des mobilisations politiques, etc. Et ce qui est très intéressant à mon sens, c'est pour ça que je le recommande, c'est que l'ensemble des processus, en fait, même il y a plusieurs intifadas qui sont reprises dans ce documentaire, plusieurs périodes. On voit que l'ensemble des processus qui sont utilisés par l'occupant contre les Palestiniens, les Palestiniennes, sont des processus qu'on retrouve depuis octobre Ouais. 2023. Et donc, ces processus-là ne sont pas du tout nouveaux. Ils ont une intensité nouvelle depuis octobre 2023, mais c'est le mode de fonctionnement depuis toujours de l'État colonial en Palestine. Et donc, pour ça, il me semble extrêmement intéressant de le visionner. Il est du coup très fort et très Ouais. dur aussi, mais très précieux pour ça aussi. La deuxième recommandation que je fais, c'est le livre d'une chercheuse, Stéphanie Latabdallah, qui a travaillé donc sur un ouvrage qui s'appelle La toile carcérale, une histoire de l'enfermement en Palestine. Et il me semblait voilà important de mentionner ce livre dans la manière dont il explique la place centrale du système carcéral dans la répression des mouvements de libération de la Palestine et à quel point l'expérience d'enfermement est au cœur du vécu Mm. des Palestiniens et des Palestiniennes. Et elle illustre aussi très bien la manière dont le mouvement des prisonniers, donc la résistance dans les prisons coloniales, est en réalité au cœur de la résistance. D'abord parce qu'on voit bien que dans tous les accords d'échange négociés par la résistance palestinienne, on met au cœur la libération des prisonniers et des prisonnières, et aussi parce que c'est la prison elle-même qui en réalité est l'école de la résistance, que ce soit d'un point de vue politique comme méthodologique, organisationnel, etc. Donc ça part de travaux académiques et c'est publié en livre, donc je le recommande vivement. Et enfin, je parlais d'actualité, donc je ne pouvais pas m'empêcher de recommander le documentaire Fedayeen, le combat de Georges Abdallah, qui est en accès libre sur YouTube, donc qui est visionnable par tous et toutes, parce que aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que Georges Abdallah est enfermé par la France, et que donc il est, Il est à important. mon sens, de notre responsabilité en tant que Français et Françaises de nous mobiliser pour sa libération. Et actuellement, un procès
de nouveau est en cours sur la question de sa remise en liberté, qui d'abord avait été accordée par le tribunal, qui a été contestée en appel donc par le parquet, et donc c'est en cours de décision actuellement. On espère sa libération courant 2025. Donc voilà, c'est extrêmement important de visionner ce documentaire qui montre la force du mouvement de résistance palestinienne dans son histoire, dans les camps de réfugiés palestiniens, et en même temps la force de la répression et de la participation française à cette répression contre la résistance palestinienne. Merci beaucoup, Imen. On mettra toutes ces références en description. Et je te remercie pour la qualité de cet échange et je te souhaite encore une fois bon courage. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à nous soutenir avec le lien qui s'affiche en dessous. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Phare.